Je pensais savoir à quoi ressemblait le bonheur. Assis au Matignon, près des Champs-Élysées, entouré de la lueur chaleureuse des boiseries, célébrant nos fiançailles avec Thomas et Sophie. La cuisine bistronomique était parfaite. Le vin coulait à flots et ma fiancée semblait sincèrement excitée par notre avenir ensemble. Alors, c'est pour quand le grand jour, a demandé Sophie en levant son verre vers nous. Ma fiancée a ri. Ce son insouciant que j'aimais tant. Eh bien, on est encore en train de voir. Je veux dire, je veux être sûr de faire le bon choix. Thomas a gloussé. Déjà les pieds froids? Allez. Vous êtes parfaits ensemble. C'est alors qu'elle l'a dit, avec le même ton décontracté que l'on utiliserait pour discuter de la météo. Évidemment, je vois d'autres hommes. Ce n'est pas ma meilleure option, juste mon option actuelle. La table est devenue silencieuse. Même le bruit ambiant du restaurant a semblé s'estomper. J'ai vu le visage de Thomas passer de l'amusement au choc. Le verre de vin de Sophie s'est arrêté à mi-chemin de ses lèvres. Ma fiancée continuait de rire comme si elle venait de raconter la blague la plus drôle du monde. J'ai senti quelque chose changer en moi. Pas de la colère, pas de la blessure. De la clarté, une clarté pure et cristalline. Je me suis levé lentement, ma chaise raclant contre le parquet. Chaque mouvement semblait délibéré, contrôlé. « Où vas-tu » a-t-elle demandé, toujours souriante. J'ai attrapé ma veste accrochée au dossier de ma chaise. « Félicitations » lui ai-je dit. « Tu viens de nous faire économiser à tous les deux beaucoup de temps et d'argent. » Quoi? C'est juste une blague. Elle riait encore, mais la confusion s'infiltrait maintenant dans sa voix. J'ai enfilé ma veste, la boutonnant soigneusement. Tout le restaurant semblait nous observer maintenant, bien que je m'en fichasse. Une blague, ai-je hoché la tête. C'est exactement ce que tout cela a été. Thomas a commencé à se lever. Et mec, peut-être que tu devrais. J'ai levé la main. Pas besoin. Elle a été complètement honnête sur ses sentiments. J'apprécie ce niveau de transparence. Le rire de mon ex-fiancé devenait de plus en plus forcé. Tu es ridicule. Assieds-toi. Je plaisantais. J'ai sorti mon portefeuille, posé suffisamment d'argent liquide sur la table pour couvrir tout notre repas, plus un pourboire généreux. Passé une merveilleuse soirée, tout le monde. La marche vers la porte a semblé être les 20 pas les plus longs et les plus courts de ma vie. Derrière moi, je pouvais entendre sa voix devenir plus forte, plus désespérée. Tu vas sérieusement partir pour une blague? Tu es si peu sûr de toi. Je ne me suis pas retourné. Je n'ai pas répondu. Je suis simplement sorti du restaurant dans l'air frais du soir parisien. Mon téléphone a commencé à vibrer avant même que j'aie atteint le coin de la rue. SMS après SMS, appel après appel. Je l'ai sorti, j'ai regardé son nom clignoter sur l'écran et j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai bloqué son numéro. Puis je l'ai bloqué sur les réseaux sociaux. Puis j'ai bloqué son email. Debout sur le trottoir, regardant la ville bouger autour de moi, j'ai réalisé quelque chose d'incroyable. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais complètement en paix. Plus besoin de marcher sur des œufs, plus besoin de me demander dans quelle humeur elle serait. Plus besoin d'analyser chaque mot que je disais. La bague de fiançailles qu'elle m'avait lancée alors que je partais était toujours dans la poche de ma veste. Je l'ai sortie, je l'ai regardée sous le lampadaire et j'ai souri. Les meilleures économies que je n'ai jamais faites. Je me suis réveillé le lendemain matin avec le sentiment le plus étrange. Aucune anxiété à l'idée de vérifier mon téléphone. Aucune crainte de son humeur. Juste une paix véritable. Mon téléphone affichait 47 appels manqués de numéros inconnus. Elle avait appelé depuis le téléphone de Thomas, celui de Sophie, probablement tous les téléphones sur lesquels elle pouvait mettre la main. Les messages vocaux allaient d'excuses larmoyantes à des exigences colériques pour que j'arrête d'être dramatique. Je les ai tous supprimés sans écouter les messages entiers. Au travail, mon assistant, Laurent, m'a tendu mon café avec un regard curieux. « Tout va bien ? Vous semblez différent aujourd'hui. » Jamais été aussi bien, ai-je dit, et je le pensais vraiment. Vers 10 heures, Laurent a frappé à la porte de mon bureau. « Il y a une femme ici pour vous voir. » Elle dit qu'elle est votre fiancée. Elle a l'air assez bouleversée. À travers la vitre de mon bureau, je pouvais la voir dans le hall, les cheveux ébouriffés, le maquillage coulé, serrant une boîte de mouchoirs.
Elle avait clairement pleuré pendant des heures. Dites-lui que je ne suis pas disponible. Et Laurent, si elle revient, appelez la sécurité. Laurent a hoché la tête et est retourné vers le hall. Je l'ai regardé transmettre le message. Son visage est passé par plusieurs émotions. Choc, colère, désespoir. Elle a commencé à pointer vers mon bureau. Sa voix était assez forte pour que je puisse l'entendre à travers la vitre. C'était une blague. Une blague stupide. Il jette tout par la fenêtre pour une blague. La sécurité l'a escorté dehors. Professionnel mais ferme. Au déjeuner, Thomas avait appelé la ligne du bureau. Laurent me l'a passé. Mec, qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Elle nous appelle sans arrêt. Elle est chez Sophie en ce moment, elle pleure toutes les larmes de son corps. A-t-elle expliqué quelle partie du fait de fréquenter plusieurs hommes était la partie drôle? Silence à l'autre bout. Regarde, peut-être qu'elle l'a juste mal dit. Peut-être qu'elle voulait dire. Elle voulait dire exactement ce qu'elle a dit. Et honnêtement, je suis reconnaissant qu'elle ait été honnête à ce sujet. Mais vous êtes ensemble depuis 2 ans. Vous êtes fiancés. Tu ne peux pas juste tout jeter comme ça. Je ne jette rien. Elle l'a déjà fait quand elle a décidé que je ne valais pas son engagement. Après avoir raccroché, j'ai réalisé quelque chose. Thomas et Sophie essayaient d'arranger ça parce qu'ils ne pouvaient pas gérer la gêne. Ils voulaient que tout redevienne normal parce que sa dépression rendait leur vie compliquée. Ce soir-là, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. J'ai démissionné aujourd'hui. Je ne peux pas fonctionner. S'il te plaît, parle-moi juste. Puis un autre, j'ai dit à tout le monde que c'était une blague. Ils pensent tous que tu réagis de manière excessive. Et un autre, ma mère veut savoir si le mariage tient toujours. Qu'est-ce que je suis censé lui dire? J'ai ajouté le numéro à ma liste bloquée et je me suis versé un verre. Un bon whisky, le genre qu'elle disait toujours être trop cher. Je l'avais gardé pour des occasions spéciales qui ne venaient jamais. Ce soir me semblait assez spécial. Le lendemain matin, Laurent m'a informé qu'elle avait appelé le bureau 16 fois. Je lui ai dit, je suis en réunion toute la semaine. Dois-je continuer à prendre les messages? Pas de message. Si elle se présente à nouveau, la sécurité s'en charge immédiatement. Vers midi, mon téléphone a sonné. Un numéro que j'ai reconnu, sa sœur, Élise. Tu dois lui parler, a dit Élise sans préambule. Elle s'effondre. Elle a perdu son emploi parce qu'elle n'arrêtait pas de pleurer au travail. C'est insensé. Pour un commentaire stupide. Un commentaire stupide sur le fait de voir d'autres hommes alors qu'elle est fiancée avec moi. Elle était ivre. Elle s'est mal exprimée. Tu sais qu'elle t'aime. Élise, si quelqu'un te demandait de décrire ta relation avec ton mari, est-ce que voir d'autres hommes sortirait jamais de ta bouche? Ivre ou sobre? Longue pause. C'est différent. Non, ça ne l'est pas. Elle a dit ce qu'elle pensait. Et je l'ai enfin entendu clairement. Donc, tu vas juste abandonner quelqu'un que tu aimes parce qu'il a fait une erreur. Je n'abandonne personne. Je choisis de ne pas épouser quelqu'un qui me considère comme un bouche-trou jusqu'à ce que quelque chose de mieux se présente. Après qu'Élise ait raccroché, je me suis adossé à ma chaise et j'ai souri. Chaque conversation rendait ma décision plus justifiée. Personne ne demandait pourquoi elle l'avait dit. Personne ne remettait en question son jugement. Il voulait juste que je fasse semblant que cela ne s'était jamais produit. Mais je l'avais entendu clairement pour la première fois de toute notre relation, et je ne reviendrai jamais en arrière. 2 semaines s'étaient écoulées depuis cette nuit au restaurant, et le spectacle ne faisait que commencer. Les nouvelles vont vite dans notre cercle social, et apparemment mon ex-fiancé avait fait le tour pour essayer de contrôler le récit. Laurent a fait sonner l'interphone de mon bureau. Ton ami Thomas est en ligne aussi. Il dit que c'est urgent. J'ai décroché, sachant déjà que ce ne serait pas de bonnes nouvelles pour elle. Mec, tu dois entendre ça, a dit Thomas, la voix serrée. Sophie vient de raccrocher avec Manon de notre cours de pilates. Elle était au brunch hier et a entendu ton ex parler à un type. Vraiment lui parler. Définir vraiment lui parler. Se tenir la main, rire, la totale. Quand Manon a demandé qui c'était, ton ex l'a présenté comme quelqu'un qu'elle voyait depuis quelques mois. Pas juste un rendez-vous occasionnel. Elle le voyait sérieusement. Je me suis penché en arrière dans ma chaise.
Des mois. C'est ce que Manon a dit. Et voici le coup de grâce. Quand Manon a mentionné que vous étiez fiancé, ton ex a dit, et je cite, « C'est compliqué en ce moment. » Compliqué. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. C'est une façon de le dire. Mec, je te dois des excuses. Sophie et moi pensions qu'elle s'était peut-être mal exprimée au dîner, mais ça change tout. Après avoir raccroché, j'ai réalisé que les pièces du puzzle se mettaient enfin en place pour tout le monde. Ce que j'avais su instinctivement ce soir-là au restaurant devenait maintenant évident pour tout notre réseau social. Dès le jeudi, les appels d'amis communs avaient complètement cessé. Plus personne ne me demandait d'arranger les choses. Le silence était révélateur. Vendredi après-midi, Laurent a frappé à ma porte avec une expression inhabituelle. « Monsieur, il y a une situation en bas. Votre ex est encore dans le hall, mais cette fois, elle n'est pas seule. Elle a amené sa mère. » J'ai regardé par la fenêtre et je les ai vues toutes les deux. Sa mère, généralement posée et élégante, avait l'air frustrée et embarrassée. Mon ex gesticulait sauvagement, expliquant clairement quelque chose avec un désespoir croissant. « Laurent, appelez la sécurité et faites-les escorter toutes les deux dehors poliment mais fermement. »« Déjà fait, monsieur. Mais vous voudrez peut-être entendre ce qu'elles ont dit à la réceptionniste. » J'ai haussé un sourcil. Sa mère a exigé de vous parler de ce malentendu ridicule. Lorsque la sécurité s'est approchée, votre ex a commencé à crier que tout le monde prenait une blague trop au sérieux et que vous étiez manipulateur en l'ignorant. Manipulateur ? C'est ce qu'elle a dit. Sa mère avait l'air mortifiée et n'arrêtait pas de s'excuser auprès de tout le monde dans le hall. J'ai regardé par la fenêtre alors que la sécurité les dirigeait vers la sortie. Sa mère était clairement en colère, mais pas contre les gardes de sécurité. Elle fixait sa fille avec le genre de déception qui en disait long. Ce soir-là, j'ai décidé de m'offrir un dîner dans un endroit où elle n'était jamais allée, un petit restaurant italien dans le 11e arrondissement qui servait le genre de nourriture authentique qu'elle prétendait toujours être trop ethnique à son goût. Le propriétaire, un homme âgé nommé Marcel, tenait l'endroit depuis 30 ans. Alors que je dégustais mon osso bucco, mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro inconnu. Je sais que tu lis ça. Tout le monde pense que je suis folle maintenant. J'ai perdu mon travail parce que je ne pouvais pas me concentrer. Ma propre mère pense que je mens quand je dis que c'était une blague. Mes amis ne répondent plus à mes appels. Es-tu heureux maintenant ? J'ai regardé le message un long moment, puis je l'ai supprimé et j'ai bloqué le numéro. Marcel s'est approché de ma table. Tout va bien avec le plat ? Parfait. Exactement ce dont j'avais besoin. Il a fait un signe de tête vers mon téléphone. Mauvaise nouvelle ? En fait, non. Juste quelqu'un qui fait enfin face aux conséquences de ses choix. Ah, a-t-il dit avec la sagesse de quelqu'un qui a vu des décennies de drames humains se dérouler dans son restaurant. Ce sont généralement les gens qui pensent que les conséquences sont quelque chose qui n'arrive qu'aux autres. Exactement. Le week-end a apporté de nouveaux développements. Sophie a appelé dimanche matin, la voix soigneusement neutre. Je pensais que tu devrais savoir. Elle s'est présentée à notre appartement hier soir vers 23h. Elle était ivre et n'arrêtait pas de dire qu'elle avait besoin d'expliquer tout à quelqu'un qui écouterait. Et nous ne l'avons pas laissée entrer. Honnêtement, c'était embarrassant. Elle parlait assez fort pour que nos voisins sortent voir ce qui se passait. Madame Lefebvre, celle du dessus, a carrément appelé le gardien parce qu'elle pensait que quelqu'un se faisait agresser. Que disait-elle ? La même chose encore et encore. Que c'était une blague, que tout le monde réagissait trop, que tu montais les gens contre elle. Mais voici le truc, elle n'arrêtait pas de se contredire. D'abord c'était une blague, ensuite c'était un malentendu, ensuite c'était quelque chose qu'elle avait mal dit parce qu'elle était nerveuse. Nerveuse à propos de quoi ? C'est ce qu'on a demandé. Elle ne pouvait pas donner de réponse claire. Elle continuait juste de dire que tu étais censé mieux comprendre son sens de l'humour. Après que Sophie ait raccroché, j'ai réalisé quelque chose d'important. Il ne s'agissait plus seulement de cette soirée au restaurant. Son incapacité totale à prendre ses responsabilités, son désespoir croissant, ses tentatives de manipuler tout le monde autour d'elle pour réparer son gâchis. C'était ce qu'elle était réellement. J'avais juste été trop proche pour le voir clairement. Le lundi matin a apporté le développement le plus intéressant à ce jour. Laurent m'a tendu mon café avec un sourire complice.
Vous allez vouloir entendre ça. J'ai croisé Camille de chez Dupont Marketing ce matin. Vous savez, là où votre ex travaillait? Apparemment, elle n'a pas démissionné comme elle l'a dit à tout le monde. Elle a été virée. Pire, elle a été licenciée pour conduite non professionnelle et appels personnels excessifs pendant les heures de travail. Camille a dit qu'elle passait des journées entières à pleurer à son bureau et à déranger ses collègues avec ses problèmes personnels. Lorsque son superviseur a essayé d'en discuter avec elle, elle a fait une dépression complète et a accusé tout le monde d'être insensible à sa crise émotionnelle. Une crise qu'elle a créée. Exactement. Camille a dit que c'était la chose la moins professionnelle qu'elle ait jamais vue. Et maintenant, votre ex dit aux gens que vous lui avez coûté son travail en rompant avec elle. J'ai secoué la tête. Même la perte de son emploi était d'une manière ou d'une autre de ma faute dans son esprit. Mais la partie la plus révélatrice n'était pas son comportement. C'était la rapidité avec laquelle tout le monde voyait clair en elle une fois qu'ils arrêtaient d'essayer d'arranger la situation sans moi là pour absorber son drame et lui trouver des excuses. Elle devait faire face aux réactions authentiques des autres gens. Et clairement, ces réactions n'étaient pas ce qu'elle attendait. La vérité a une drôle de façon de refaire surface quand les gens arrêtent d'essayer de l'enterrer. 3 semaines après ce dîner, j'étais sur le point d'apprendre à quel point la tromperie de mon ex-fiancé était profonde. Cela a commencé par un appel téléphonique de Raphaël, un ami commun à qui je n'avais pas parlé depuis l'université. Il avait déménagé à Lyon il y a des années et ne venait qu'occasionnellement. « Je dois te dire quelque chose », a-t-il dit sans préambule. J'étais à Paris le week-end dernier pour le travail, je séjournais à l'hôtel près de l'Opéra. Je l'ai vu. Avec quelqu'un au bar de l'hôtel vers 22h vendredi soir. Ils ne prenaient pas juste un verre. Ils étaient l'un sur l'autre. Quand je me suis approché pour dire bonjour, elle a eu l'air d'avoir vu un fantôme. Mon estomac s'est noué, mais pas de jalousie, de validation. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle l'a présenté comme son ami Marc. Mais voici le truc. Marc n'avait aucune idée de qui j'étais ou comment je la connaissais. Quand j'ai mentionné que nous étions tous amis et que vous deux étiez fiancés, Marc a eu ce regard confus et a demandé « Fiancé à qui ?» J'ai senti cette clarté familière m'envahir à nouveau. Le même sentiment que j'avais eu quand je m'étais levé au restaurant. Elle n'a jamais mentionné être fiancée. Apparemment non. Marc semblait sincèrement choqué. Il continuait de regarder entre elle et moi comme s'il essayait de résoudre un puzzle. Elle bégayait, essayait d'expliquer, mais ça n'avait aucun sens. Je suis parti assez vite parce que c'était évidemment gênant, mais Marc lui posait des questions alors que je m'éloignais. Après que Raphaël ait raccroché, je me suis assis dans mon bureau en regardant l'horizon de la ville. Depuis combien de temps cela durait-il? Combien d'amis y avait-il? La réponse est venue plus tôt que prévu. Mardi après-midi, Laurent m'a appelé avec une demande inhabituelle. « Monsieur, il y a un monsieur ici qui demande à vous parler. Il dit qu'il s'appelle Marc Durand, et c'est au sujet de votre ex-fiancé. Il semble légitime. » Marc s'est avéré être exactement ce à quoi on s'attendrait. Bien habillé, professionnel, probablement au début de la trentaine. Il avait l'air mal à l'aise, mais déterminé. « Je m'excuse de me présenter à votre bureau », a-t-il commencé. Mais je devais vous parler directement. Je pense qu'on nous a menti à tous les deux. Je lui ai fait signe de s'asseoir. Je vous écoute. Je la vois depuis 4 mois. Elle m'a dit qu'elle avait mis fin à une relation à long terme et qu'elle prenait du temps pour savoir ce qu'elle voulait. Elle a dit qu'elle était célibataire, mais pas prête pour quelque chose de sérieux pour l'instant. 4 mois, ai-je répété. Quand votre ami Raphaël a mentionné des fiançailles, j'ai cru à une erreur, mais je suis rentré chez moi et j'ai commencé à penser à des choses qui ne collaient pas. Les fois où elle ne pouvait pas me voir, les appels téléphoniques qu'elle prenait en privé, le fait que je n'avais jamais été chez elle. Il a sorti son téléphone et m'a montré une conversation par SMS. Après l'avoir confrontée sur les commentaires de Raphaël, elle m'a envoyé ça. Les messages étaient un chef-d'œuvre de manipulation. Elle disait à Marc que j'étais un ex qui n'acceptait pas la rupture, que j'étais mentalement instable et que je répandais des mensonges sur des fiançailles qui n'avaient jamais existé. Elle prétendait que je la harcelais et que c'était pour ça qu'elle avait été si secrète. Elle le protégeait de mon comportement dangereux. J'ai failli y croire, a continué Marc. Jusqu'à ce que je fasse quelques recherches de base. Votre annonce de fiançailles était dans le journal il y a 3 mois. Il y a des photos de la fête de fiançailles sur les réseaux sociaux.
Soit vous êtes le harceleur le plus élaboré de l'histoire, soit elle nous a menti à tous les deux. Qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille? La chronologie. Elle a dit que vous aviez rompu il y a 6 mois, mais l'annonce des fiançailles datait d'il y a 3 mois. À moins que vous n'ayez demandé en mariage quelqu'un qui avait déjà rompu avec vous. Son histoire n'avait aucun sens. Je devais respecter son travail de détective. Alors, que se passe-t-il maintenant? J'ai mis fin à la relation dimanche soir. Je lui ai dit que je ne pouvais pas sortir avec quelqu'un qui ment à ce point. Elle a fait une dépression totale. Elle a commencé à hurler que tout le monde l'abandonnait pour des malentendus. Il marqua une pause. Elle a aussi mentionné quelque chose à propos de vous qui gâchiez sa vie pour une blague qu'elle avait faite. Une drôle de blague. C'est ce que j'ai pensé. Quel genre de blague implique de fréquenter plusieurs personnes tout en étant fiancé? Il se leva pour partir. Je voulais que vous sachiez que tous ceux avec qui elle est impliquée ne sont pas d'accord avec la tromperie. Et je pensais que vous devriez savoir à quel point ça va loin. Après le départ de Marc, j'ai réalisé quelque chose de profond. Elle n'avait pas juste été infidèle. Elle avait vécu des vies complètement séparées. Avec moi, elle était la fiancée engagée planifiant un avenir. Avec Marc, elle était la femme récemment célibataire qui prenait les choses lentement. Qui sait combien d'autres versions d'elle-même elle avait créées. Ce soir-là, Thomas a appelé avec une mise à jour qui a brossé le tableau encore plus clairement. Sophie a croisé Magali à la salle de sport aujourd'hui. Tu te souviens de Magali de notre groupe de fac? Apparemment, elle est amie avec ton ex sur les réseaux sociaux, mais ne l'avait pas vue en personne depuis plus d'1 an. D'accord. Magali a mentionné avoir vu l'annonce des fiançailles en ligne et a demandé des nouvelles du mariage. Ton ex lui a dit que les fiançailles étaient fausses, que tu lui avais mis la pression pour les apparences, et qu'elle prévoyait de rompre, mais ne savait pas comment. Quand cette conversation a-t-elle eu lieu? Il y a 2 semaines, une semaine avant ce dîner au restaurant. Les pièces tombaient en place. Elle disait déjà aux gens que nos fiançailles étaient fausses, planifiant déjà sa stratégie de sortie. Ce commentaire sur le fait de voir d'autres hommes n'était pas une blague ou un lapsus. C'étaient ses sentiments véritables qui sortaient enfin. Mercredi a apporté la confirmation finale dont j'avais besoin. Laurent m'a remis une enveloppe qui avait été livrée par coursier. À l'intérieur se trouvaient des captures d'écran imprimées de conversations sur les réseaux sociaux, de profils d'applications de rencontres et de photos. Une note était jointe, je pensais que tu devrais voir qui elle est vraiment. Un ami inquiet. Les profils de rencontres étaient actifs et récents. Plusieurs applications, toutes avec des photos que je reconnaissais, toutes la listant comme célibataire et à la recherche de connexions authentiques. Les conversations la montraient en train d'organiser des rendez-vous, de flirter abondamment et de dire à plusieurs hommes qu'elle était enfin libre d'explorer ce qu'elle voulait vraiment dans une relation. Une conversation de 2 semaines avant le dîner était particulièrement révélatrice. Elle disait à quelqu'un qu'elle faisait semblant, avec sa situation actuelle jusqu'à ce qu'elle décide de son prochain mouvement. J'ai mis les papiers dans le tiroir de mon bureau et j'ai souri. Chaque appel téléphonique désespéré, chaque tentative de présenter cela comme un malentendu, chaque affirmation que je réagissais de manière excessive. Tout cela n'était que projection. Elle paniquait parce que sa toile de mensonges soigneusement construite se défaisait. La femme qui m'avait accusé de l'abandonner pour une blague avait systématiquement planifié sa propre sortie tout en me gardant comme filet de sécurité. La seule chose qu'elle n'avait pas prévue, c'était que j'ai assez d'amour-propre pour partir immédiatement. Et maintenant, avec son filet de sécurité disparu et ses autres options qui se tarissaient à mesure que la vérité éclatait, elle faisait face aux conséquences de ses choix pour la première fois. C'était à la fois tragique et satisfaisant de voir quelqu'un rencontrer enfin le résultat logique de ses propres actions. À la 5e semaine, le divertissement s'était transformé en quelque chose ressemblant à une étude de cas sur l'autodestruction. Mon ex-fiancé avait réussi à s'aliéner pratiquement tout le monde dans sa vie, et d'une manière ou d'une autre, c'était toujours la faute des autres. La matinée a commencé par Laurent livrant des nouvelles qui étaient devenues routinières mais n'avaient jamais perdu de leur ironie. Elle a appelé 17 fois hier après les heures de bureau, a-t-il rapporté en posant mon café. Le gardien de nuit dit qu'elle s'est aussi présentée vers 21h exigeant de vous parler pour éclaircir les mensonges que les gens répandent. Qu'a fait la sécurité? Ils l'ont escortée dehors, mais pas avant qu'elle n'ait fait toute une scène dans le hall. Apparemment, elle les a accusés de faire partie d'un complot pour l'isoler. Laurent marqua une pause. Monsieur, elle avait l'air mal en point. Vraiment mal. Je n'étais pas surpris.
Sophie avait mentionné lors de notre dernière conversation que mon ex vivait chez sa mère parce qu'elle ne pouvait plus payer son appartement. Sans le travail qu'elle avait perdu à cause de son propre comportement non professionnel, et sans le filet de sécurité financier qu'elle supposait que je fournirais toujours, la réalité s'installait. Vers midi, mon assistante m'a passé un appel inhabituel. C'est le docteur Dubois du cabinet de psychologie. Elle dit que c'est concernant une consultation de patient et mentionne votre nom spécifiquement. Le docteur Dubois était professionnel mais clairement frustré. Je vous appelle parce qu'une de mes patientes utilise nos séances pour discuter de plans élaborés pour vous contacter. Elle a mentionné votre lieu de travail, votre routine, et semble avoir une connaissance détaillée de votre emploi du temps. À quel point détaillé? Elle sait à quelle heure vous arrivez au travail, où vous déjeunez, quelle salle de sport vous utilisez. Elle suit vos mouvements et interprète des activités normales comme des signes que vous voulez vous réconcilier. Les poils de ma nuque se sont hérissés. Êtes-vous en train de suggérer qu'elle me harcèle? Je suggère que vous soyez conscient de la situation. Elle est convaincue que tout le monde dans sa vie conspire contre sa relation avec vous. Elle croit que si elle peut juste expliquer correctement, tout redeviendra normal. Docteur, il n'y a pas de relation. J'ai mis fin à nos fiançailles il y a 5 semaines quand elle a annoncé qu'elle voyait d'autres hommes. Silence à l'autre bout. Elle m'a dit que c'était un malentendu, que vous aviez surréagi à une blague mal placée. Elle voyait au moins 2 autres hommes tout en étant fiancée avec moi. L'un d'eux m'a contacté directement pour confirmer que ce n'était pas une blague. Une autre pause. Cela change considérablement le contexte. Elle a dépeint cela comme un commentaire innocent que vous avez disproportionné. Même à sa thérapeute, elle ne peut pas dire la vérité. Après que le docteur Dubois a raccroché, promettant de s'occuper du comportement de harcèlement et du traitement, j'ai réalisé à quel point son illusion était devenue profonde. Elle s'était convaincue qu'avec la bonne explication, la bonne approche, elle pourrait défaire tout ce qui s'était passé. Cet après-midi-là a apporté un développement à la fois alarmant et étrangement satisfaisant. Alice des ressources humaines a frappé à la porte de mon bureau avec une expression inquiète. Nous devons discuter d'un problème de sécurité. Votre ex-fiancé a contacté des employés dans tout le bâtiment pour essayer d'obtenir des informations sur vous ou les convaincre de transmettre des messages. Qui a-t-elle contacté? Au moins 6 personnes à 3 étages différents. Elle a approché Isabelle de la comptabilité dans le parking hier pour demander votre emploi du temps et si vous aviez parlé d'elle. Quand Isabelle a expliqué qu'elle ne vous connaissait pas personnellement, votre ex l'a accusée de mentir et est devenue agressive. À quel point agressive? Assez fort pour que la sécurité doive intervenir. Mais ce n'est pas le pire. Alice a sorti son téléphone. Elle attend à l'extérieur du bâtiment à différentes heures, approchant les employés quand ils partent. Plusieurs personnes se sont plaintes de se sentir mal à l'aise. Elle m'a montré des photos prises par des collègues inquiets. Mon ex assise dans sa voiture de l'autre côté de la rue, regardant clairement l'entrée du bâtiment, debout au café du coin avec une vue claire sur notre hall, approchant les gens avec ce qui était évidemment un désespoir répété. Alice, j'ai besoin que la sécurité du bâtiment ait sa photo et des instructions pour appeler la police si elle s'approche à nouveau de la propriété. Cela est passé dans le territoire du harcèlement. Déjà fait. Mais il y a autre chose que vous devriez savoir. Elle dit aux gens que vous traversez une sorte de crise de santé mentale et que votre famille lui a demandé de l'aider à vous ramener à la réalité. J'ai failli rire. Ma famille? Elle a spécifiquement mentionné votre sœur qui s'inquiétait de votre comportement erratique depuis la fin des fiançailles. Je n'ai pas de sœur. Les sourcils d'Alice se sont levés. Elle l'a décrite en détail. A dit qu'elles travaillaient ensemble pour planifier une intervention. La profondeur de sa fabrication était réellement impressionnante. Elle créait des membres de famille entièrement fictifs pour soutenir son récit de ma supposée dépression. Ce soir-là, j'ai décidé de rendre visite à mes parents à Versailles. Si mon ex prétendait une implication familiale, il devrait probablement savoir ce qui se passait. La réaction de ma mère a été immédiate et vive. Elle a appelé ici la semaine dernière. J'allais en parler, mais ton père a dit que ça ne valait pas la peine de t'inquiéter. Qu'a-t-elle dit? Que tu traversais une période difficile et que tu avais coupé le contact avec tous ceux qui se souciaient de toi. Elle voulait qu'on l'aide à te convaincre d'obtenir une aide professionnelle. Mon père a levé les yeux de son journal. Je lui ai dit que si tu avais besoin d'aide, tu la demanderais. Puis j'ai raccroché. Homme intelligent. Elle a rappelé 3 fois de plus, a continué ma mère.
À chaque appel, l'histoire devenait plus élaborée. Au dernier appel, elle prétendait que tu avais menacé de te faire du mal si elle ne te reprenait pas. C'est complètement faux. On s'en doutait. Tu as l'air plus heureux ces dernières semaines que tu ne l'as été depuis des mois. Ma mère a étudié mon visage. Que s'est-il réellement passé? Je leur ai raconté cette nuit au restaurant, l'autre homme, la tromperie systématique que Marc avait aidé à révéler. Mes parents ont écouté sans interruption. Donc, tout ce temps, elle a menti à tout le monde sur ce qui s'est réellement passé. Pas juste mentir, créer des versions fantaisistes élaborées des événements. Elle a raconté différentes histoires à différentes personnes selon ce qu'elle pensait qu'elle croirait. Mon père a plié son journal. Fils, ce n'est pas quelqu'un qui essaie de réparer une erreur. C'est quelqu'un qui ne vit pas dans la même réalité que le reste d'entre nous. Le vendredi matin a apporté le développement le plus ridicule à ce jour. Laurent s'est approché avec un amusement à peine contenu. Vous allez adorer ça. Elle a engagé un avocat. Pourquoi? Des accusations de harcèlement contre vous. Je l'ai regardé fixement. Contre moi. Maître Morel du cabinet Morel et Associés a appelé ce matin. Apparemment, elle les a engagés pour poursuivre une action en justice pour harcèlement et infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. Basé sur quoi? Selon l'avocat, vous l'avez suivi, avait traqué ses mouvements et avait systématiquement monté ses amis et sa famille contre elle. Elle prétend que vous avez orchestré une campagne pour détruire sa réputation parce qu'elle a essayé de mettre fin à votre relation. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai commencé à rire. Elle a essayé de mettre fin à notre relation? C'est son histoire maintenant? Elle leur a dit qu'elle avait tenté de rompre les fiançailles en douceur, et que vous aviez répondu en la harcelant et en répandant des mensonges sur son caractère à tous ceux que vous connaissez tous les deux. Qu'avez-vous dit à Maître Morel? Je lui ai suggéré qu'il voudrait peut-être vérifier les affirmations de sa cliente avant de poursuivre. J'ai aussi mentionné que nous avons des images de sécurité de ses tentatives répétées d'accéder à ce bâtiment et que plusieurs de nos employés ont déposé des plaintes concernant son harcèlement. Comment a-t-il réagi? Il a demandé si j'étais certain de la chronologie. Quand j'ai confirmé que c'est elle qui fait le harcèlement, il a dit qu'il devrait revoir le dossier plus attentivement. Laurent a souri. Je pense que Maître Morel est sur le point de découvrir que sa cliente n'a pas été entièrement honnête sur la situation. Alors que j'étais assis dans mon bureau cet après-midi-là, passant en revue mes emails et regardant la ville s'agiter en bas, j'ai réalisé qu'il s'était passé quelque chose de remarquable. En 5 semaines, sans rien faire d'autre que refuser de m'engager dans son drame, j'avais regardé quelqu'un démanteler complètement sa propre vie. Pas de vengeance requise, pas de plans élaborés ou d'humiliation publique, juste le simple acte de prendre du recul et de la laisser faire face aux conséquences de ses choix. Elle m'avait accusé de détruire sa réputation, mais je n'avais jamais dit un mot contre elle à qui que ce soit. Sa réputation mourait de sa propre main, un mensonge désespéré à la fois. Et tout le monde voyait enfin ce que j'avais été trop proche pour remarquer pendant 2 ans. C'était ce qu'elle était réellement quand elle ne pouvait pas contrôler le récit. 3 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit au restaurant, et la vie s'était installée dans quelque chose que j'avais oublié être possible. Une paix véritable. Pas de vérification de mon téléphone avec anxiété. Pas de demande sur quelle crise émergerait ensuite. Pas de gestion du chaos émotionnel de quelqu'un d'autre. Juste des journées normales et productives remplies d'un travail que j'aimais et des soirées que j'attendais avec impatience. Laurent était devenu un expert pour filtrer les tentatives occasionnelles de contact. L'avocat de mon ex avait discrètement abandonné l'affaire de harcèlement après avoir examiné les preuves réelles. Il s'avère que déposer de faux rapports de police n'est pas une excellente stratégie juridique. Le docteur Dubois m'avait informé par les voies appropriées que sa patiente ne discutait plus de plan pour me contacter, bien qu'elle soit apparemment passée à blâmer la culture de la masculinité toxique pour ses problèmes relationnels. Je passais en revue les rapports trimestriels quand Laurent a frappé avec une expression que j'avais appris à reconnaître. Divertissement en approche. Monsieur, vous allez vouloir entendre ça. Je viens de raccrocher avec la réception en bas. Votre ex s'est présentée à nouveau, mais cette fois, elle n'était pas seule. S'il te plaît, dis-moi qu'elle n'a pas encore amené sa mère. Non, monsieur. Elle a amené un homme, un monsieur plus âgé, bien habillé, prétendant être son nouveau fiancé. Le sourire de Laurent était à peine contenu. Apparemment, elle voulait vous le présenter pour prouver qu'elle était passée à autre chose et qu'elle était heureuse. J'ai posé mon stylo. Son nouveau fiancé.
Selon la réceptionniste, elle parlait très fort de la merveilleuse relation qu'elle a et à quel point il la traite mieux que vous ne l'avez jamais fait. Elle voulait que vous le rencontriez pour que vous arrêtiez d'interférer avec son bonheur. Qu'a fait la sécurité? Ils les ont escortés tous les deux dehors comme d'habitude. Mais voici la partie intéressante. Le monsieur semblait confus quant à la raison de leur présence. La réceptionniste l'a entendu lui demander pourquoi elle avait besoin de prouver quoi que ce soit à son ex-fiancé si elle était vraiment heureuse. Homme intelligent. Ça s'améliore. Alors qu'il partait, elle a commencé à lui expliquer que vous étiez obsédé par elle et que vous ne pouviez pas accepter qu'elle ait trouvé quelqu'un de mieux. Il lui a demandé pourquoi un ex-obsédé refuserait tout contact et la ferait escorter par la sécurité. Elle n'avait pas de réponse à cela. J'ai secoué la tête, sincèrement impressionné par sa capacité à maintenir l'illusion face à des preuves accablantes. Cet après-midi-là, j'ai décidé de prendre un long déjeuner dans un petit bistrot du Marais, le genre d'endroit qui servait une excellente nourriture sans prétention. Alors que je finissais mon repas, j'ai repéré une silhouette familière à travers la vitre. Elle était assise à un café en terrasse de l'autre côté de la rue, seule, vérifiant constamment son téléphone. Même de loin, elle avait l'air épuisée. La femme confiante qui avait ri de voir d'autres hommes avait été remplacée par quelqu'un qui semblait sursauter chaque fois que son téléphone vibrait. J'ai payé ma note et je suis sorti, curieux malgré moi. En m'approchant du coin, je pouvais la voir plus clairement. Elle avait perdu du poids. Ses cheveux n'étaient pas coiffés avec leur précision habituelle, et elle portait la même tenue que je l'avais vue porter lors d'une de ses apparitions au bureau il y a des semaines. Elle a levé les yeux et m'a vu. Pendant un moment, aucun de nous n'a bougé. Puis elle s'est levée rapidement, renversant sa tasse de café au passage, et s'est précipitée vers moi avec une expression qui mêlait espoir, désespoir et quelque chose qui aurait pu être du soulagement. Enfin, a-t-elle crié. J'essaie de te joindre depuis des mois. Il faut qu'on parle. J'ai arrêté de marcher et je l'ai laissé approcher. De près, les changements étaient plus dramatiques. Des cernes sous les yeux, des mains qui tremblaient légèrement. L'énergie maniaque de quelqu'un qui fonctionne avec très peu de sommeil. Il n'y a rien à dire, ai-je dit calmement. Si, il y a. Tout le monde a une fausse idée de ce qui s'est passé. J'ai besoin d'expliquer ce que je voulais vraiment dire ce soir-là. Tu voulais dire exactement ce que tu as dit. Non, je ne le voulais pas. J'étais nerveuse à propos de l'organisation du mariage et j'ai dit quelque chose de stupide. J'ai essayé de te le dire. Tu me harcèles depuis 3 mois. Son visage a rougi. Je n'ai harcelé personne. J'essaie de réparer un malentendu que tu ne me laisses pas réparer. Il n'y a pas de malentendu. Tu voyais d'autres hommes alors que tu étais fiancé avec moi. Plusieurs hommes pendant des mois. Ce n'était pas, elle a regardé autour d'elle frénétiquement comme si les bons mots pouvaient être écrits sur les immeubles environnants. C'était juste des amis. Des amis à qui tu as dit que tu étais célibataire. Comment sais-tu? Elle s'est arrêtée, réalisant qu'elle venait de confirmer la vérité. Ce n'était pas ce que tu penses. C'était exactement ce que je pense. Et tout le monde pense la même chose maintenant qu'ils connaissent les faits. Tout le monde a tort. Tu les as tous montés contre moi. Je n'ai parlé de toi à personne depuis ce soir-là. Je n'en ai pas eu besoin. Tu as fait tout le travail de parole. Elle m'a regardé avec une confusion sincère. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Ça veut dire que chaque personne qui s'est éloignée de toi l'a fait en se basant sur ton comportement, pas sur ce que j'ai dit. Je suis resté complètement silencieux sur cette situation, mais les gens savent des choses privées, parce que tu leur as raconté différentes versions à différentes personnes. Finalement, ces versions ont cessé de correspondre. J'ai pu voir le moment où elle a réalisé que son récit s'effondrait. L'histoire qu'elle avait fabriquée pour différents publics avait créé ses propres problèmes indépendamment de tout ce que j'avais fait. Alors, quoi maintenant, a-t-elle demandé, sa voix plus petite que je ne l'avais entendue depuis cette nuit au restaurant. Tu me détestes juste pour toujours? Je ne te déteste pas. Je ne pense pas à toi du tout. C'était la chose la plus honnête que je lui ai dite de toute notre relation. Et j'ai pu voir que cela frappait plus fort que la colère ou les accusations ne l'auraient fait. Mais nous étions fiancés. Nous planifions une vie ensemble. Tu planifiais une vie avec plusieurs personnes. Je planifiais une vie avec quelqu'un qui n'existait pas, elle a ouvert la bouche pour argumenter, puis l'a fermée. Pour la première fois depuis des mois,
elle semblait entendre réellement ce que je disais. Je devrais y aller, ai-je dit. J'espère que tu trouveras une solution. Alors que je m'éloignais, je l'ai entendu m'appeler une dernière fois. Et le pardon? Et les secondes chances? Je me suis retourné brièvement. C'est pour les gens qui assument la responsabilité de leurs actes. Tu essaies toujours de convaincre les gens que la réalité est fausse. 6 mois plus tard, je dînais avec Thomas et Sophie quand la mise à jour finale est arrivée. Elle a déménagé en province, à Angoulême, a dit Sophie au dessert. Sa mère a finalement arrêté de cautionner tout ça et lui a posé un ultimatum. Obtenir de l'aide professionnelle ou trouver un autre endroit où vivre. Et le nouveau fiancé, ai-je demandé. Il a tenu environ 2 semaines après ce jour où elle l'a amené à ton bureau. Apparemment, il a fait quelques recherches et n'a pas aimé ce qu'il a trouvé. Thomas a levé son verre. À ceux qui esquivent les balles. À ceux qui les reconnaissent en premier lieu, ai-je corrigé. Alors que nous finissions le dîner et sortions dans l'air chaud du soir, j'ai réalisé quelque chose d'important. Toute cette expérience m'avait appris la différence entre quelqu'un qui passe un mauvais moment et quelqu'un qui est une mauvaise personne. Les mauvais moments peuvent être pardonnés et surmontés. Les mauvaises personnes révèlent simplement qui elles sont plus clairement avec le temps. Cette nuit au restaurant, elle m'avait enfin montré qui elle était réellement. Tout ce qui a suivi n'était que confirmation. J'ai sorti mon téléphone pour appeler une voiture, et pour la première fois depuis des mois, j'ai pensé à ce que je voulais faire ce week-end. Pas quelle crise devait être gérée, pas quelle humeur devait être accommodée, pas quel drame devait être résolu, juste ce qui me rendrait heureux. C'était un sentiment étranger qui devenait rapidement familier. La voiture est arrivée et alors que nous traversions Paris, j'ai réalisé que j'étais sincèrement excité par l'avenir pour la première fois depuis des années. Non pas parce que quelque chose de dramatique s'était produit, mais parce que quelque chose de dramatique avait enfin cessé de se produire. Certaines personnes passent des années à essayer de comprendre ce qu'elles veulent dans la vie. J'avais appris quelque chose de plus précieux. J'avais appris exactement ce que je ne voulais pas, et j'avais appris à me faire assez confiance pour partir au moment où je le voyais. Notre histoire touche à sa fin.